Vincent était sans doute comme toi. Il étudiait le jour, bossait au KFC le soir, colloques, soirées, excès, un quotidien qui tourne en rond. Puis tout s'écroule. Il perd son job, sa relation explose, et un matin, une lettre. Les huissiers. Anxiété, détresse, solitude, mais au lieu de sombrer, Vincent a fait un choix. Il a dit non au chemin tracé, il a quitté la France et a décidé de vivre autrement. Aujourd'hui, il vit du poker à Budapest et surtout, il est libre. Ce que tu vas voir ici, ce n'est pas une success story comme les autres, c'est le témoignage d'un mec comme toi qui a osé réécrire sa vie. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va rencontrer Vincent qui habite ici à Budapest. Il vit grâce au poker, il voyage, il est libre, mais ce qui rend vraiment son histoire ouf, c'est pas où il en est maintenant, c'est d'où il vient. Alors salut Vincent. Salut Lucas, salut tout le monde. Et si je te disais, il y a quelques années en arrière, que tu allais vivre du poker et que tu serais expatrié à Budapest, qu'est-ce que tu penserais ? Je pense que ça aurait pas été possible, j'avais vraiment cette vision où voilà, j'étais dans une autre période de vie, j'aurais jamais pu imaginer ça. Donc aujourd'hui je suis très content de pouvoir vivre la vie que j'avais envie de vivre et aujourd'hui on est ensemble pour en discuter. Alors Vincent, c'était quoi ta vie avant que tu partes de France ? Du coup ma vie c'était beaucoup de sorties, je sortais énormément en boîte, je buvais beaucoup d'alcool, j'étais à l'époque à la fac, j'allais en BTS en commerce international, j'ai tenté plusieurs trucs on va dire à niveau scolaire qui se sont toutes soldées par des échecs. Et donc ma vie c'est un peu ça, c'est je vais en cours, je vais pas en cours, je sors 3 fois par semaine et je sors avec mes potes. La vie étudiante en France quoi, classique j'ai envie de dire. Et tu étais dans quelle ville à ce moment-là ? J'étais à Nancy. Nancy Ouais. Okay. Dans le nord-est de la France pour ceux qui savent pas. Ok, c'est très festif Nancy ? C'est très festif, ouais. C'est une ville étudiante, il y a vraiment beaucoup de soirées étudiantes, beaucoup de jeunes qui viennent exprès, qui ont des logements, donc c'est sans fin quoi. C'est la tentation extrême. C'est la tentation, ouais. Et à cette époque, tu vivais tout seul, tu vivais avec ta famille, ça se passait comment ? Alors j'avais un logement, j'étais en coloc, donc j'avais 2 colocataires avec moi, on était 3 en tout. C'était des amis proches à moi à l'époque. Et du coup on vivait ensemble et on partageait le loyer à 3 et c'était un peu mon quotidien. Alors à ce moment-là, moi je travaillais au KFC à mi-temps, donc j'étais derrière à faire les tenders dans le fond. C'est horrible comme job ça. C'est un peu compliqué comme taf, mais bon, je suis passé par là. Financièrement, donc je gagnais ça, j'avais un peu des aides de mes parents, mais c'était léger. Okay. Et du coup, j'avais pas beaucoup d'argent, je faisais attention, je mangeais comme un étudiant, quoi, des pâtes avec l'huile d'olive, quoi. La classique. Et du coup, voilà, donc j'étais pas dans un état mental de m'élever, j'étais pas dans un état mental où j'étais financièrement à l'aise. C'était assez compliqué. Ouais. Tu gagnais combien environ ? Je gagnais à peu près 800 € par mois avec mon travail à mi-temps, en sachant que j'avais un loyer qui était aux alentours des 400 € par mois. Par personne ou Par personne, enfin pour ma part. Et du coup, ça va vite, quoi. Ça va très vite. Il te restait plus que 400 € pour survivre, entre guillemets. À peu près, ouais, c'est ça. Okay. Est-ce que tu as eu un moment où tu as touché le fond ? J'ai eu ce moment où vraiment, en fait, j'ai accumulé des dettes à ce moment-là. Okay. En gros, j'ai eu même les huissiers qui sont venus toquer à la porte parce que j'ai accumulé du retard de loyer. En fait, ça arrivait juste après que je quitte le KFC. Donc, j'ai arrêté de bosser au KFC, j'avais plus de rentrée d'argent. Donc, forcément, quand tu n'as plus de rentrée d'argent et que tu dois payer ton loyer, ça s'accumule. Et du coup, il y a un moment où j'ai touché le fond, c'est quand les huissiers ont appelé, sont toqués à la porte et ils ont dit bon, vous devez 3 000 €. Vous avez 3 000 € à rembourser et c'est de l'argent que j'avais pas, évidemment. Donc c'était des dettes partagées avec mes colocs, donc il n'y avait pas uniquement ma responsabilité à 100%. Mais à ce moment-là, c'était très compliqué. J'avais pas de rentrée d'argent. J'avais aussi une copine que je fréquentais à ce moment-là, avec qui ça se passait plus très bien. On était un peu sur la séparation. Donc j'ai vraiment eu tout qui arrivait en même temps. Ça a été comme on dit, les problèmes ne viennent pas seuls. Ouais, c'est un peu chaos total, quoi. T'étais plongé dans le chaos. Ouais. Financièrement, émotionnellement, intellectuellement, sur tous les plans, j'étais vraiment au plus bas. Et donc, on peut dire que j'ai touché le fond à ce moment-là. Vraiment une situation assez catastrophique, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes en France qui peuvent s'identifier à toi dans cette situation, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en mode étudiant, etc. Ouais. Mais comment ça se fait que tu avais autant de dettes ? C'était cumulé donc du coup avec toutes les autres personnes qui vivaient avec toi ? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, je tiens à préciser, la situation, je l'ai créée aussi. Okay. J'ai ma part de responsabilité là-dedans. Okay. Et c'est important de le dire, parce que c'est pas arrivé tout seul, ça a pris du temps, c'est une accumulation de mauvaises décisions aussi. Okay. Et donc ce qui fait que j'ai eu des dettes, donc d'un premier côté, c'était le fait que j'ai eu des frais énormes pour mon stage en Angleterre à l'époque.
j'ai arrêté d'avoir une rentrée d'argent parce que j'ai arrêté de travailler au KFC. En plus de ça, je gérais très mal mon argent. Je sortais beaucoup trop, je travaillais pas, donc forcément, c'est au bout d'un moment, faut payer les pots cassés. Donc du coup, à ce moment-là où tu avais les huissiers, etc., c'était quoi ton quotidien à ce moment-là? Alors, une fois que ça arrivait et que vraiment j'ai compris dans la situation dans laquelle j'étais et que j'ai été mis face à mes responsabilités, j'ai tout coupé. C'est-à-dire que j'ai arrêté de sortir, j'ai arrêté de fréquenter mes amis de l'époque, j'ai arrêté de dépenser mon argent n'importe comment, j'ai concentré toute mon énergie sur me sortir de cette situation. Et donc ça a passé par mettre en place des choses pour essayer de gagner de l'argent, récupérer toutes les sommes que je pouvais avoir de côté ou autres. Par exemple, j'avais gardé un peu d'argent de côté des anniversaires précédents quand j'étais plus jeune, donc j'avais je crois 500 €, un truc comme ça. Donc j'ai utilisé cet argent pour rembourser les dettes. J'avais bossé en intérim pendant 2 mois pendant l'été, donc j'ai récupéré cet argent-là. C'était pas grand-chose, mais ça m'a permis en fait de cumuler tout ça pour commencer un peu à me sortir la tête de l'eau, entre guillemets. J'ai aussi commencé à travailler pour un ami qui commençait à développer son activité en ligne, et ça a été en fait la première mise en contact avec le business en ligne, c'est à ce moment-là. C'est grâce à cet ami, il s'appelle Jérémy, donc je passe un petit coucou à Jérémy. Qui du coup a commencé sa boutique en dropshipping, en e-commerce. Et j'ai commencé à bosser sur sa boutique en tant que service client, donc je faisais mes réponses aux clients. Et ça m'a permis aussi de gagner un peu d'argent pour commencer à rembourser ma dette en fait. Donc ça a pris du temps, mais j'ai commencé au fur et à mesure à accumuler un petit peu d'argent pour rembourser tout ça. Ok. C'était vraiment un coup de chance entre guillemets que tu aies ce contact, parce que après c'est ce qui t'a un peu lancé dans le e-commerce, etc. C'est ça. En fait, ça a commencé par juste l'aider sur sa boutique pour commencer à me sortir de ma situation. Ensuite, j'ai commencé à me former en parallèle sur le e-commerce pour lancer ma propre activité. Donc en fait, je faisais les deux. C'est-à-dire que je travaillais pour lui et en parallèle, je commençais à lancer mon activité pour moi-même et commençais à me générer mes propres revenus qui du coup me sortiraient en fait de cette machine à être employé en fait. Tu vois, me sortir et commencer à bosser pour moi, générer pour moi et c'est un cap à passer, c'est pas évident. Je me suis formé aussi via le contenu gratuit qu'on peut retrouver sur internet, sur YouTube, etc. Et j'ai aussi commencé à me former. J'ai eu la chance, encore une fois, que mon ami commençait aussi à développer une activité de formation, etc. Donc il m'a aussi formé en parallèle à l'e-commerce directement via ses boutiques et via d'autres boutiques sur lesquelles il travaillait. En fait, j'ai directement un pied au milieu de tout ça. Donc j'ai vu comment ça fonctionnait, le passage des commandes, l'envoi au client, trouver le fournisseur, etc. Ton ami t'a vraiment aidé, en plus du contenu gratuit, dans l'atteinte de ta liberté financière. Ouais, exactement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est super important pour ceux qui nous regardent. C'est que le cercle et les gens qu'on fréquente vont vraiment, vraiment jouer un rôle énorme dans notre évolution. Et si j'avais pas eu cette connaissance, peut-être que j'aurais jamais fait de business en ligne. Et du coup, c'est grâce à lui que j'ai pu aussi commencer à mettre un pied dans quelque chose que je connaissais pas, que je maîtrisais pas. En fait, tout ce que j'envisageais par rapport au business en ligne, je l'avais réellement en face de moi parce que mon ami le faisait. Donc j'avais un retour sur le réel et comment ça se fonctionnait dans la réalité. Et si c'était possible, je le voyais autour de moi en fait. Et quand tu le vois, ça te débloque des barrières. Ça a été en fait un raccourci pour moi d'avoir cette personne qui faisait déjà cette activité. Mais c'est clair que si on n'a pas la chance d'avoir quelqu'un comme ça autour de soi, faut rencontrer des gens. En fait, faut aller rencontrer des gens, faut faire des rencontres, des meetings. C'est vraiment ce qui peut faire la différence. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour rencontrer des entrepreneurs et des personnes qui sont expatriées sur Budapest, j'ai un lien qui est dans la description qui va vous intéresser. Du coup, pour revenir sur l'e-commerce, quel a été ton premier produit ou ta première niche et est-ce que tu as eu des résultats rapidement ou non ? Alors, ma première niche, ça a été les lampes néons. Donc, j'ai voulu commencer à vendre des néons. Ça n'a pas marché. Donc, vraiment, j'ai pas eu de résultats rapidement. Ça m'a pris au moins 3 mois avant d'avoir ma toute première vente. Donc, ça m'a pris du temps. Mais par contre ensuite j'ai eu une évolution qui a ensuite été plus rapide parce qu'après ce cap des 3 mois j'ai lancé une autre boutique qui cette fois-ci était dans la niche des vêtements et ça a beaucoup pris plus rapidement. En fait c'est beaucoup lié à la niche en réalité. Et du coup au bout de 6 mois je commençais déjà à générer des revenus qui m'ont permis ensuite de vivre de cette activité. Ok, donc ça t'a pris environ 6 mois. À peu près 6 mois, ouais. En partant de zéro, ça m'a pris à peu près 6 mois. C'est à quel moment que tu as gagné assez pour vivre du e-commerce et que tu as pu donc du coup arrêter de vendre ton temps ?
Alors, ça m'a pris à peu près, comme je disais, 6 mois du coup pour commencer à générer des revenus pour vivre de manière décente, donc entre 1000 et 1500 euros à peu près. Ok. Là, j'ai vraiment commencé à pouvoir vivre pleinement de cette activité. Et ensuite, ça m'a pris, je dirais, en totalité à peu près un an et demi pour vraiment commencer à gagner beaucoup d'argent, entre guillemets. En tout cas, pour l'époque, c'était beaucoup d'argent pour moi. Pour ensuite commencer à me pencher sur des alternatives pour la suite. Et tu es parti donc du coup, tu t'es intéressé à d'autres pays uniquement à cause de la fiscalité ou à cause d'un mal-être ou d'une situation qui est en France C'était quoi un peu ton état d'esprit à ce moment-là? Alors, c'est lié à vraiment tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire d'un côté la fiscalité, parce que la fiscalité en France, c'est très compliqué. Mais aussi d'un mal-être vis-à-vis de la France en elle-même. C'est-à-dire que je voyais le pays au fur et à mesure qui commençait à couler, entre guillemets, hein, sur vraiment plusieurs aspects. La sécurité, les prix, tout simplement. Hein, le coût de la vie en France fait qu'augmenter constamment. Et aussi, du coup, les relations que j'avais en France, pour moi, elles étaient pas positives. Elles m'ont pas permis en fait de m'élever et j'avais besoin de sortir de ce cadre qui en fait me tirait vers le bas. J'avais l'impression d'être maintenu en fait vers le bas. Ouais, comme dans un panier de crabes. C'était donc du coup plus au niveau de ton entourage, tes amis. Ouais, exactement. Alors j'ai de la chance de vraiment avoir une famille super. Par contre, au niveau de mes fréquentations amicales, c'était pas du tout optimal pour moi, pour me développer, pour sortir en fait de cette situation. Si j'étais resté là-bas, je serais toujours dans la même situation. Comme on dit souvent, on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente. C'est vrai qu'en France, c'est un peu compliqué de trouver des personnes qui ont le même mindset que toi, l'envie de s'élever, de créer des business, etc. Ouais. Alors il y a ça, je pense que c'est possible quand même de rencontrer des gens qui sont comme ça en France. Par contre, moi j'avais beaucoup de fréquentations qui étaient liées à l'école, au milieu scolaire, au milieu tu sais, des amis d'enfance, etc., des gens que tu fréquentes pendant très longtemps, qui en fait sont ancrés dans ton quotidien. Et c'est très difficile au final de se détacher de ça quand c'est dans ton quotidien en fait. Ouais, c'est clair. Donc une fois que tu as réussi à être stable et libre financièrement, quel pays as-tu choisi pour partir de France? Alors du coup en premier lieu je suis allé à Malte. Et les raisons qui ont fait que j'ai voulu aller à Malte, premièrement c'est parce qu'il y avait une vague en fait, d'entrepreneurs dans le e-commerce et le dropshipping notamment qui partaient tous à Malte. Donc il y a vraiment eu un nouveau mouvement qui a fait que j'ai suivi en fait la vague tout simplement parce que je savais que j'allais rencontrer des gens motivants, motivés, qui ont des compétences, qui vont aussi pouvoir m'aider à m'élever financièrement, socialement, etc. Et du coup, c'est la première raison pour laquelle je suis parti à Malte. Ensuite, il y a eu l'aspect fiscalité, qui est aussi à pas négliger, même si au final, je me suis rendu compte que fiscalement, Malte, bon, c'est border. Tu connaissais déjà des personnes en arrivant sur Malte, tu t'es pas retrouvé seul au milieu de cette île, sans contact, etc. Alors, encore une fois, j'ai vraiment eu la chance d'avoir ces amis qui étaient aussi dans le e-commerce, qui ensuite se sont expatriés à Malte et qui donc aussi étaient un point de repère pour moi là-bas. Donc je connaissais déjà 2-3 personnes sur Malte et ensuite j'ai été intégré en fait à un plus grand groupe d'entrepreneurs français notamment. Et c'est comme ça que ça s'est fait naturellement. Comment ça se passait là-bas? Alors pour être honnête, j'ai pas du tout aimé habiter à Malte. Pour plusieurs points. Déjà, c'est très petit. Donc vraiment au bout de quelques semaines, mois, t'en as marre, il n'y a rien à faire de particulier. J'ai pas forcément aimé l'ambiance sur place, c'est un peu difficile à expliquer mais c'était un peu malsain je trouvais. Donc je me suis pas du tout retrouvé dans la dynamique des gens sur place. Et aussi le coût de la vie était pas spécialement moins cher, c'était même des fois plus cher que la France. Les loyers étaient super chers donc franchement j'ai pas du tout apprécié. Pourtant on dit souvent que les loyers sont moins chers à Malte. Ça dépend d'où tu vis en France. C'était quoi tes premières impressions en arrivant? En arrivant, par contre, j'étais très content. Genre, les premières impressions, j'étais un peu émerveillé. C'est la plage, c'est le soleil, c'est les soirées, c'est les gens. C'est aussi beaucoup de contacts niveau business. Donc, dans les premières semaines, j'étais super content d'emménager à Malte. J'étais un peu dans la bulle. Tu vois, j'avais cette vision un peu idéalisée de Malte. Qui ensuite s'est transformé en un peu plus quelque chose de réel et de personnel. Mais au début, j'étais très content d'aller à Malte. Donc en fait, j'ai quitté Malte après 6 mois seulement 6 mois. Putain. J'ai vraiment pas aimé, je me suis pas retrouvé du tout sur place. Et donc, vu que financièrement, je commençais encore à évoluer, j'avais beaucoup plus de choix en fait par rapport aux destinations, etc. Donc il y avait vraiment plusieurs axes qui se sont ouverts. C'était d'un côté il y avait le Mexique. On parlait pas mal de partir au Mexique à ce moment-là avec mon groupe d'amis proches. C'est hyper surprenant comme destination. Ça a rien à voir, mais ils étaient partis en vacances, ils ont trop aimé, donc ils ont suggéré ça. On parlait aussi de tout ce qui est Europe de l'Est. Donc par exemple l'Estonie. Là c'était vraiment dans un axe plus fiscal, d'optimisation fiscale et de coût de vie moins cher.
Et ensuite, s'est penché l'idée de Budapest, Prague, etc. Donc en fait, moi, j'étais pas du tout figé. J'étais en mode, maintenant, je suis libre, je peux aller un peu où je veux. Donc, où est-ce que j'ai envie d'aller? C'était un peu ça l'idée. Donc, j'étais vraiment ouvert à toutes les opportunités, ouvert à tout. Et je me suis dit, écoute, là où le vent me mène, un peu, entre guillemets. Tu as eu le coup de cœur pour Budapest, ça s'est fait comment la décision d'aller à Budapest? Alors ça vient d'abord d'une visite à Prague. En fait, je suis parti à Prague avec un ami, on a visité Prague, on a bien aimé. Et lui, en parallèle, il a continué son voyage, il est parti à Budapest. Et quand il est revenu, il m'a dit « Mec, c'est incroyable Budapest, faut absolument que tu viennes ». Et donc je l'ai rejoint sur place, on est partis ensemble. Et tout de suite, instantanément, j'ai vraiment adoré la ville. Je me suis senti bien directement. C'est dur à expliquer en termes de mots, mais t'arrives et bon, tu sais que c'est là. Il y a vraiment une vibe spéciale. Ça, ouais. C'est très difficile à expliquer et j'ai senti tout de suite que je me sentirais bien ici, que je me sentais bien. Et du coup, ça s'est fait très naturellement. J'envisageais pas du tout d'emménager là. Et au bout d'une semaine, je cherchais un appart. Donc, Voilà. Putain, au bout d'une semaine. Hein. Ça s'est fait très rapidement. C'est comme quoi la vie, tu peux jamais rien prévoir, ça te tombe dessus comme ça. Ouais, il y a des événements comme ça, on sait pas trop, et tout simplement, je suis arrivé, un peu le fameux coup de cœur, comme on dit. Okay, ouais. J'ai eu exactement la même chose, pour être honnête. Voilà, et du coup, tu vois très bien la situation, c'est t'arrives et tu sais, et tu fais tout ce que tu peux pour du coup emménager sur place. Au-delà de l'aspect émotionnel, de ton ressenti, etc., quels sont les points qui t'ont intéressé ici et qui te font dire que c'est mieux que le Malte et que la France? Alors déjà, j'aime beaucoup l'architecture et la ville en elle-même, je trouve que c'est une très belle ville. Il y a le coût de la vie qui est moins cher, qui était surtout vraiment moins cher quand j'ai emménagé il y a 3 ans à peu près. C'était vraiment beaucoup moins cher. Il y a aussi l'aspect sécurité. C'est un aspect que je prenais pas trop en compte à l'époque parce que moi j'étais un peu matrixé par la vision en France où c'est normal d'être en insécurité. Ouais. Et c'est un peu ici que j'étais confronté au fait que ça peut être paisible et ça peut être safe en fait. Et donc il y a cet aspect-là, il y a l'aspect fiscal aussi évidemment qui rentre en jeu. Et un autre aspect qui a joué aussi, c'est les femmes, ici, pour être totalement honnête. Ah ça, les femmes de l'Est, voilà. C'est pas pour rien que je m'appelle l'immigrant de l'Est. Voilà, t'as pas fait les choses au hasard. J'ai pas fait les choses au hasard. Je trouve que les femmes ici sont plus jolies, sont plus agréables, sont plus dans une approche famille aussi, ce qui m'intéressait plus. Et j'aimais pas du tout les dynamiques de couple en France. Et du coup, je me suis beaucoup retrouvé ici dans aussi cet aspect-là. Ok, donc les relations hommes-femmes plus saines, plus naturelles. Exactement, relations hommes-femmes aussi qui a joué, hein, c'est un facteur que je prends en compte aussi. Ce que je retrouvais pas en France, que je retrouvais pas à Malte par exemple. Okay. C'était quoi les soucis qu'il y avait en France? C'était des conflits permanents? Qu'est-ce qui était la source du problème avec les relations hommes-femmes? Je dirais que sur les relations hommes-femmes, il y a une grosse incompréhension entre l'homme et la femme, que ce soit l'homme envers la femme et la femme envers l'homme. Je pense qu'il y a des attentes des deux genres qui sont très diverses et que aujourd'hui c'est très difficile de fonder une famille, on va dire, de manière traditionnelle parce que les valeurs ne sont plus traditionnelles entre les gens. Et je trouve qu'il y a vraiment cette dynamique de les mecs c'est tous des connards et les meufs c'est un peu toutes des... Il y a cette dynamique-là en France que je trouve complètement bête. Chacun se victimise aussi, j'ai l'impression. Exactement, il y a beaucoup de victimisation et il y a un manque d'incompréhension et de discussion totale entre les deux. Et je trouve que c'est très toxique. Je trouve que les relations hommes-femmes en France sont très toxiques. Et je voulais me sortir de ça aussi. Et donc du coup, en parlant de femmes, est-ce que tu t'es trouvé une petite miss ici? Exactement, alors ça va faire maintenant 10 mois que je suis avec ma copine actuelle, que j'ai rencontrée ici du coup. Okay. Voilà, ça se passe super bien, je suis très content et c'est vraiment plus sain, c'est vraiment dans une approche aussi de projet, de vie en fait, ce que je retrouvais pas spécialement en France, où vraiment tu crées un projet commun avec ta copine, où tu envisages le futur avec, et tu prévois de fonder une famille, etc. En France, aujourd'hui, c'est très compliqué pour une femme en particulier de sortir le soir et de rentrer chez elle tranquillement. Ici, c'est quelque chose qu'on voit pas. Une femme, elle veut rentrer chez elle, elle peut se balader le soir, il n'y a pas de problème. Et en France, on ne retrouve pas du tout ce truc-là. Donc, par exemple, quand tu sors en France, tu dis à la personne, envoie-moi un message quand tu arrives chez toi. Parce que tu sais pas ce qui peut arriver, tu prévois que quelque chose peut arriver. Ouais, ici, même tu veux la raccompagner. Exactement, ou tu vas la raccompagner. Et ici, t'as pas du tout ce truc-là. T'as pas besoin de ça parce que c'est safe, les gens rentrent chez eux, etc. Même des fois, ici, elles peuvent te trouver bizarre si tu le fais, si tu veux la raccompagner. C'est vrai, au début, elle se dit, mais pourquoi faire Pourquoi faire? Et d'ailleurs, je voulais savoir comment tu fais pour communiquer avec ta copine. Tu as trouvé une personne qui parle français ou tu t'es mis à parler anglais, etc. Du coup, on parle en anglais tout le temps. Elle parle pas français et je parle pas non plus hongrois ou sa langue. Okay. Et du coup, on parle en anglais tout simplement.
Et je veux revenir sur le point de l'intégration. Tu as du mal à t'intégrer ici dans la société hongroise? Pas spécialement. Après, d'un autre côté, j'ai mon cercle d'amis proches, j'ai mes fréquentations ici. Je suis pas en contact tout le temps avec des locaux. Maintenant, je pense que ça se fait aussi de manière assez normale. Quand tu vas acheter tes courses, etc., pour parler à la caissière, pour communiquer avec des personnes dans la rue, tu as du mal ou pas à te faire comprendre? Les personnes ici parlent anglais facilement? On arrive toujours à se faire comprendre assez facilement, je trouve. Bon, maintenant, c'est sûr qu'on ne discute pas très profondément, mais pour ce qui est de la vie de tous les jours, il n'y a aucun problème. Pour aller à la caisse, pour faire ses courses, pour aller manger au restaurant, il n'y a aucun souci. Tout le monde parle anglais d'une manière plus ou moins évoluée, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Personnellement, j'ai trouvé que le niveau était quand même assez élevé à Budapest, du moins. Les personnes savaient bien parler anglais par rapport à la France. Nous, on galère un petit peu et j'ai l'impression qu'ici, ils ont une meilleure éducation sur le plan de la langue anglaise. Ça, je sais pas à quel point ils ont un meilleur niveau que, par exemple, en France. Par contre, ils ont plus le réflexe, en fait, de répondre en anglais, par exemple. En France, on sait que parfois, si tu parles anglais, les gens ils vont éviter de vouloir parler anglais, ils vont être gênés de parler en anglais. Il y a un peu cette honte de parler anglais quand t'es en France, où t'es moqué parce que tu commences à parler en anglais et tout. Je sais pas toi, mais moi je me rappelle à l'école, quand tu commences à t'exprimer en anglais et que t'essaies un peu de faire l'accent anglais, on se fout ta gueule et on te dit arrête de faire l'américain, tu vois. Donc, exactement donc tu vois, il y a cette... on met un peu la honte sur ceux qui veulent un peu s'en sortir, et je trouve que ça rejoint un peu, je rebascule sur un autre sujet, mais la réussite en France, c'est très particulier. La réussite, c'est pas forcément bien vu en France, et dans le sens où on va un peu tirer vers le bas ceux qui essaient de s'élever, en fait. Et je trouve que voilà, le parallèle avec l'anglais fait sens, parce que dès que tu essaies un peu de t'élever et de progresser, de t'améliorer en compétences, on se fout de ta gueule. Et forcément, ça t'aide pas à évoluer. Tu ne regrettes pas de t'être installé ici? Je regrette absolument pas, ça fait 3 ans que j'habite ici, je suis super content. J'envisage peut-être de voyager encore en Asie potentiellement, mais c'est vraiment plus dans une optique de découvrir une autre culture, une autre vie. Mais j'adore Budapest et je pourrais rester ici probablement toute ma vie, ça serait sans aucun souci. Je pense que c'est la meilleure ville en Europe à l'heure actuelle. Ah ouais, la meilleure ville. Ouais, je pense. Je pense que c'est la meilleure ville en Europe actuellement pour la sécurité, la fiscalité, la qualité de vie. Et aussi l'ambiance générale aussi. Ici, l'été par exemple, c'est incroyable. Ici, j'aime beaucoup. Ah ouais, donc non, je recommande Budapest clairement. Et alors, il me semble que c'est à Budapest que tu as fait le choix le plus inattendu, qui est de quitter l'e-commerce et d'enfin vivre du poker. Alors ça s'est fait en plusieurs étapes. Au début, donc comme je le disais avant, j'ai commencé un peu à m'intéresser au poker, mais c'était pour le fun, parce que j'aimais jouer et j'aimais le jeu. C'était vraiment divertissement. Okay. Et en fait, j'ai aussi commencé à m'intéresser de plus en plus et le voir aussi comme une opportunité professionnelle, dans le sens où je sais qu'on peut faire de l'argent au poker. Pour autant, c'est très compliqué, ça prend du temps, etc. Et en fait, le fait de m'être libéré financièrement et géographiquement avec l'e-commerce, j'ai commencé à pouvoir me pencher sur un domaine qui m'intéressait plus, et j'avais envie de basculer d'un domaine qui me rapporte juste de l'argent à un domaine qui, en plus de me rapporter de l'argent, me passionne. Et c'est comme ça que j'ai fait la transition. Ok. Donc aujourd'hui, tu vis complètement de ta passion ou tu as encore des shops en e-commerce? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, je vis à 100% de ma passion. Okay. J'ai aussi des sites en e-commerce qui tournent de manière passive, donc c'est vraiment des revenus plus passifs. Mais le cœur de mon activité, c'est le poker. C'est faire de l'argent au poker, mais aussi accompagner des joueurs pour les aider à monter en compétences, les coacher, etc. Alors le poker, c'est super intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment de limite à ce que tu peux gagner. C'est-à-dire que tu peux gagner 500 € par mois comme tu peux gagner 200 000 € par mois, 2 millions par mois. Ça dépend vraiment du niveau de compétences que tu as et des parties que tu vas jouer. Okay. Donc mes revenus, moi, ils varient énormément de temps que je vais passer aux tables et aussi des sommes que je vais risquer. Donc c'est très variable. Maintenant, je suis garanti de pouvoir me dégager 5 000 € par mois avec le poker sans, on va dire, de gros problèmes. Okay. Maintenant, ça peut être des revenus qui montent jusqu'à 10 000, 15 000, 20 000 € par mois. Okay. Ça peut aller très vite. Alors, ça reste quand même intense parce que le poker, c'est un domaine très complexe avec beaucoup de compétences qui sont nécessaires. Ça prend beaucoup d'énergie, il faut passer du temps à table. Il y a un stress aussi qui peut être présent parce que quand tu commences à jouer des grosses sommes, forcément, ça va influer sur ton mental, ton énergie, etc. Donc, je ne peux pas dire du tout que c'est facile. C'est compliqué, c'est un effort constant. Maintenant, plus tu montes, plus tu joues des parties chères, moins tu as besoin, entre guillemets, de jouer de temps pour gagner des sommes importantes. Okay. Maintenant, il faut bien se rendre compte que
si on veut espérer gagner de l'argent au poker, faut passer du temps aux tables, t'es obligé de jouer. Et la réalité, c'est que c'est chronophage quand même. Et toi, tu y passes combien de temps, donc du coup, aux tables de poker par semaine? Alors ça dépend dans quelle dynamique je suis, si je coach des joueurs, si je joue à temps plein, etc. En moyenne, je vais jouer à peu près 40-50 heures par semaine si je suis dans une dynamique intense. Si par contre je suis dans une dynamique un peu plus relâchée, je vais jouer à 10 heures, 20 heures par semaine en complément de coaching, d'accompagnement, etc. J'ai gardé cette structure-là parce que ça me permet quand même de faire un volume suffisant et en même temps ça me permet aussi de garder une vie sociale et un train de vie qui est sain. C'est par exemple aller au sport, passer du temps avec ma copine, sortir, voir du monde, etc. Ça me permet de garder cette structure-là aussi. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je joue en live, donc en réel, mais aussi en ligne depuis mon ordinateur, ce qui me permet de jouer des parties plus chères et aussi de jouer depuis n'importe où. Donc je peux vraiment avoir cette liberté géographique, que ce soit sur Internet ou en physique. C'est super intéressant le fait que tu puisses aussi jouer en ligne, c'est un game changer ça. Ouais, ça change complètement la donne parce que si je pars en voyage, je peux continuer à jouer. Même si tu es malade. Même si je suis malade, je peux rester chez moi si j'ai envie de rester chez moi aussi. Et donc c'est vraiment une opportunité pour aussi pouvoir jouer à plusieurs tables en même temps, etc. etc. C'était quoi ton plus gros gain et ta plus grosse perte au poker? Alors, mon plus gros gain au poker, ça a été plus 6700 € de profit en 4 heures de jeu à peu près. Putain. Donc ça allait super vite. Donc ça va être, on va dire, un peu ma meilleure soirée entre guillemets. Ma pire période au poker et la plus grosse perte, ça a été moins 3000 aussi en une soirée. Donc on l'a vu, ça peut être Ça va vite. mais ça va vite aussi. Et j'ai eu une période assez difficile, mais ça c'est très commun au poker. Il y a des périodes où on subit un peu la chance à court terme, parce qu'il y a une chance au court terme au poker. Et ça m'est arrivé pendant 3 semaines, j'étais à Las Vegas. J'ai pas eu de chance pendant cette période et du coup j'ai un peu subi la situation. Ça arrive, ça fait partie du jeu. Maintenant, sur le long terme, les joueurs compétents ils gagnent toujours de l'argent. Donc. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le poker, n'hésitez pas à regarder le lien qui est en description. Vincent propose un mentorat qui est dans le poker. Il est très expérimenté, si vous voulez. Sa chaîne aussi sera dans la description. Donc, je pense que pour les personnes qui sont intéressées par le poker, ça pourrait être super intéressant de commencer avec des bagages. Comme ça, vous réduisez vos chances de perdre au maximum. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, j'ai lancé un challenge où je commence avec 100 € et je vais monter à 100 000 €. Du coup, uniquement en jouant au poker. Donc, c'est ce que je me suis lancé, c'est pour montrer aux gens que voilà, on n'a pas besoin de énormément d'argent. Il suffit de monter en compétences, de les appliquer et ensuite d'accumuler au fur et à mesure de l'argent. Alors là, j'ai à peu près 70 heures de jeu. Et donc j'ai commencé avec 100 € et je suis à peu près à 1700 € à l'heure actuelle. Donc c'est un peu lent au début parce qu'on joue moins d'argent, mais progressivement. Exactement. Okay. Donc voilà où on en est actuellement. Personnellement, tu vis ça un peu comme un jeu? Tu kiffes tout le temps ou tu vois ça un peu comme un taf? Alors je trouve que c'est une très bonne question que tu poses parce que je pourrais dire que j'ai tendance à voir ça comme un jeu parce que je prends du plaisir et c'est ma passion et ça me permet d'en vivre et c'est une chance inouïe. Maintenant, je trouve qu'il y a une chose qui est dite souvent, c'est voilà, vivez vos rêves, vivez de vos passions, etc. Certes, c'est très bien parce que ça te permet de mettre ton énergie dans quelque chose qui te plaît et c'est super important pour évoluer et progresser. Par contre, dans tous les domaines, il y a des phases et des parties qu'on apprécie moins faire, qu'on n'aime pas des fois. Et ça, les gens, je trouve qu'ils ont tendance à le mettre de côté. Donc moi, j'adore le poker 80% du temps. Par contre, il y a 20% du temps où ça va me saouler et je vais pas avoir envie de jouer. Je vais être moins motivé à vouloir jouer, j'ai des tâches à faire qui sont un peu moins plaisantes, mais bon, ça fait partie du truc. Dis-moi Vincent, est-ce que tu te reverrais repartir en France? Je pense pas, en tout cas pas dans l'immédiat, tout simplement parce que j'aime beaucoup ma vie à l'étranger. J'ai maintenant ma vie qui est ici, donc revenir en France, j'y reviens juste pour ma famille en fait. C'est vraiment les seules raisons qui me motivent à revenir en France. Maintenant j'ai tout mon cercle, que ce soit amical, ma copine, mon travail, tout est centré ici, donc pour l'instant je me vois pas revenir en France. D'ailleurs, en parlant de ta famille, est-ce que il te manque un petit peu? Comment ça se passe? Tu organises régulièrement des visites? J'essaie de retourner en France à peu près 2 fois par an. Donc c'est un peu particulier parce que évidemment je peux pas dire qu'il me manque pas. Pour autant, je le vis pas mal dans mon quotidien. C'est-à-dire que c'est un peu un manque qui est sain dans le sens où quand je les revois, je suis super content, j'apprécie beaucoup les moments passés avec eux. Pour autant, quand je suis ici, je suis pas en souffrance de pas être avec ma famille, par exemple. Budapest, c'est vraiment au centre entre guillemets de l'Europe, donc on a vraiment l'accès à tous les pays proches de nous, notamment la France, où en 2 heures on peut être de retour chez soi. Donc il y a ça aussi. C'est très pratique de pouvoir revoir sa famille, de rentrer, de garder contact, et puis même si eux ils veulent venir te voir,
bah ça prend 2 heures et ta famille elle vient te voir à Budapest, c'est trop cool. Est-ce que tu penses que tu aurais eu la même vie si tu serais resté en France? Je pense que c'était vraiment nécessaire pour moi de quitter la France. Comme je le disais, j'étais dans une dynamique sociale, de groupe et d'entourage qui était vraiment pas bénéfique pour moi. Donc j'étais vraiment dans une obligation, entre guillemets, de me sortir de ça. J'aurais pu, dans l'absolu, quitter ce groupe d'amis et rester chez moi, on va dire dans ma bulle. Mais je pense que c'était pas sain, c'était pas optimal. Et le fait d'aussi avoir quitté la France, ça m'a ouvert des portes, ça m'a débloqué des barrières mentales, parce que quand tu quittes la France et que tu découvres une autre façon de fonctionner, une autre façon de vivre, bah, ça t'ouvre des idées, ça t'ouvre des opportunités, ça T'ouvres l'esprit aussi. ça t'ouvre l'esprit exactement. Et je parlais notamment de sécurité tout à l'heure. Bah, avant de quitter la France, je me rendais pas compte de l'insécurité en France, et c'est le fait d'avoir vécu par exemple à Budapest où je me suis dit mais en fait pourquoi on vit dans une insécurité pareille en France. C'est comme ça que j'ai fait le lien. Et je trouve qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, du coup, le fait de partir de France, ça nous ouvre l'esprit, ça nous débloque des barrières. Tout simplement. Petit message aux personnes qui ne sont jamais parties à l'extérieur de la France. N'hésitez pas à aller voyager. Parfois, ça fait du bien d'aller se ressourcer, d'aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs pour voir si vous vous sentez vraiment bien là où vous habitez. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que dans tous les cas, si vous aimez vraiment l'endroit où vous habitez, la sensation que vous aurez à la revenue de votre voyage, à la fin de votre voyage, c'est bon, bah, je suis content de rentrer chez moi. Au contraire, si jamais vous découvrez quelque chose qui vous plaît plus, vous vous dites, mais en fait, pourquoi je subis cette vie-là alors que je pourrais vivre une vie qui me plaît? Et en fait, c'est ça qui s'est passé pour moi. Je pense que c'est important de savoir aussi sortir de sa zone de confort. Et je pense que les meilleures récompenses qu'on peut avoir, elles sont quand justement on prend des risques, on sort de sa zone de confort et qu'on se confronte aux choses qui nous font peur, qui nous mettent dans la difficulté, dans l'inconfort. C'est là qu'on va tirer les plus gros bénéfices. Ça nécessite forcément de se mettre dans l'inconfort parce que les récompenses que vous pouvez en tirer, elles sont vraiment énormes. Ça peut littéralement vous changer la vie. Ouais, totalement vrai. D'ailleurs, si vous avez peur de quitter la France et de vous jeter dans le vide tout seul, avec mon associé Pierre, on organise ici des séjours immersifs sur Budapest. On va vous faire donc du coup découvrir la ville, découvrir des locaux et des expatriés qui vivent ici et qui sont aussi dans le business. Donc c'est super intéressant pour vous faire des contacts et pour donc du coup pour la suite venir sur Budapest sans tomber complètement dans l'inconnu et avoir des repères ici sur place. Donc n'hésitez pas à aller voir le premier lien en description. Tu dirais quoi aux personnes qui sont actuellement en train de vivre ce que tu as vécu avant? Alors je leur dirais, s'ils veulent sortir de leur situation, en parallèle de leur travail actuel, parce que très souvent les gens ils ont un emploi qu'ils ne peuvent pas se permettre de quitter, ce que je comprends totalement, ça va être de commencer à se concentrer sur un domaine d'expertise dans lequel il peut avoir des compétences. Ça peut être le poker, ça peut être l'e-commerce, ça peut être le closing, peu importe. Concentrez-vous sur un domaine qui peut vous rapporter de l'argent. Ça peut être proposer un service, vendre un produit, peu importe ce que c'est. Concentrez-vous là-dessus, montez en compétences et commencez à promouvoir ça, essayez de vendre vos compétences, votre produit. Je pense vraiment que c'est super important, surtout au début quand on n'a pas beaucoup d'argent, de se concentrer sur un domaine d'expertise et pas s'éparpiller sur différents axes. Si vous travaillez et que vous n'avez pas de temps, vous travaillez par exemple 35-40 heures par semaine, chaque soir vous vous définissez un temps de travail, que ce soit 30 minutes, 1 heure, peu importe, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'au quotidien, vous soyez obsédé par l'idée de sortir de cette situation, de promouvoir une nouvelle activité, de servir autrement avec ses compétences, son expertise, etc. Mais vraiment d'en être obsédé. Je pense sincèrement que pour réussir, on doit être obsédé par cette réussite et ça implique de l'avoir constamment dans son quotidien, y penser tout le temps, etc. etc. Alors merci beaucoup à Vincent pour son témoignage, j'espère que ça va en inspirer plus d'un, que plus d'une personne qui sont actuellement dans cette situation vont s'identifier à lui et voir une porte de sortie. Comme vous avez pu le voir, Vincent, il n'est pas né dans une famille riche ou quoi, il est comme tout le monde, il est comme toi derrière l'écran, il vient de rien, il a eu des galères, il a surmonté ça et maintenant il vit sa meilleure vie, il est ici à Budapest, entouré de personnes qu'il aime, faisant une activité qui le passionne. Donc j'espère que toutes les personnes qui seront derrière cette vidéo auront reçu ce message d'espoir et voilà. Merci à toi Lucas et c'était un plaisir de partager mon histoire et de voir aussi que j'ai dû passer aussi par là pour en arriver où j'en suis aujourd'hui et j'en suis très heureux et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Merci beaucoup de ton intervention. Merci. Et au plaisir de te revoir sur le Migrant de l'Est. Plaisir.